Alors, est-ce qu'on veut vraiment la mixité sociale? C'est la première question que j'ai envie de vous poser. Ce sera la question qu'on va se poser pendant toute cette émission, parce qu'on a l'air de penser qu'à part une petite minorité qui veut vivre absolument entre elles, tout le monde est favorable à la mixité sociale. Est-ce que ça vous paraît juste, Thomas Guénolé? La mixité sociale, les pauvres sont pour. C'est normal, hein, s'ils en profitent, ils vont avoir accès à des meilleures qualités de logement, de services, etc. Les classes moyennes inférieures sont pour, une partie des classes moyennes supérieures sont pour par conviction idéologique, et tous les autres, ils sont contre. Je voudrais rappeler que quand la gauche arrive au début des années 80, elle est en train de lancer l'impôt sur la fortune qui attaque leur patrimoine, pas de manifestation. Elle fait des dévaluations en série qui attaquent leur épargne, pas de manifestation. Elle augmente les impôts, toujours pas de manifestation. Elle annonce, projet de loi Savary, désormais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous rendre plus difficile de mettre entre eux, vos gamins, dans leurs écoles privées, dans l'entre-soi, 1 million de personnes dans la rue. Donc c'est assez clair qu'il y a une bonne partie de la population, plutôt en haut de l'échelle sociale, la mixité sociale, elle n'en veut pas. Éric Morin, vous êtes d'accord? La mixité sociale, c'est sûr, du point de vue général, beaucoup de gens sont d'accord avec le fait que c'est un problème quand tous les enfants en difficulté ou les enfants de familles pauvres sont dans les mêmes écoles. Ça crée des abcès scolaires qui sont un problème pour toute la société, parce qu'on sait bien que le destin est ensuite écrit à l'avance et problématique. C'est un problème que toutes les familles à faible pouvoir d'achat se retrouvent dans les mêmes quartiers, parce que ce sont des quartiers qui deviennent des quartiers de chômage, de faible activité, très difficile à redresser. En même temps, individuellement, tout le monde, beaucoup de gens, si on regarde le comportement des employeurs sur le marché du travail, si on regarde le comportement des agences immobilières au moment de recruter des locataires, si on regarde même le comportement des proviseurs de collèges privés quand il s'agit de répondre ou pas à des demandes des parents, selon que les parents ont un nom de consonance étrangère ou un nom français, quand on regarde tous ces comportements-là, il y a de haut en bas de la société, je dirais, une véritable défiance vis-à-vis de la Y compris en bas de la société. Mais en bas de la société, le désir, c'est de s'élever. Il y a un désir de s'intégrer. D'ailleurs, les secondes générations d'immigrants cherchent à s'intégrer. Et eux aussi n'ont pas particulièrement un désir de mixité. Ils ont un désir d'élévation qui est souvent contrarié, c'est-à-dire ils rencontrent, quand ils arrivent à l'assouvir, dans les quartiers où ils arrivent, beaucoup de défiance, justement, de gens qui se sentent déclassés, de voir arriver ces secondes générations d'immigrants qui sont beaucoup plus visibles que les secondes générations européennes qu'on a eues dans les années 60, 70. C'est ça le problème des secondes générations aujourd'hui, elles sont beaucoup plus visibles, il y a un sentiment de déclassement, et souvent chez eux, y compris chez les descendants d'immigrés, une déception vis-à-vis de la mixité, ils se sentent rejetés dans ces quartiers d'ascension sociale. Naboula Soumaoro. Je voulais juste rebondir sur quelques termes que j'ai entendus, les secondes générations de migrants, ou je ne sais pas si on parle des enfants, de personnes qui ont immigré, ou si on peut être immigré sur 2 générations dans le même espace. Donc est-ce que pour ces personnes dont on est en train de parler, on parle d'intégration? Je pense que pour moi, enfin, la mixité sociale, c'est juste un partage plus équitable des richesses. Évidemment, les classes les plus défavorisées ont bien compris que dans les endroits où elles vivaient, dans les endroits où elles vont à l'école, dans les endroits où elles travaillent, eh ben, ce sont des endroits qui sont complètement confinés, qui sont fermés et qui ne leur permettent pas d'avoir accès à des richesses. Donc, elles veulent la mixité sociale. Mais elles veulent plus de crédit, ça ne veut pas dire plus de mixité sociale. Exactement. Au fond, d'après ce que vous dites. Elles veulent plus d'égalité des chances. Et elles veulent plus de travail et plus d'argent. Concrètement, c'est ce que ça veut dire. Et donc, je pense que quand on parle du déficit de mixité sociale en France, quand on le décrit assez régulièrement depuis ces dernières années, on parle toujours des mêmes. C'est-à-dire que c'est les pauvres, c'est les classes les plus défavorisées qui sont entre elles et qui sont confinées, qui sont dans des ghettos. On a parlé d'apartheid. Mais on ne parle jamais de la non-mixité sociale des classes les plus favorisées, parce que ce n'est pas un problème. La mixité sociale, le manque de mixité sociale, il devient un problème, puisque la grande misère va toujours mener à, on va dire, une menace de la paix sociale, puisqu'à un moment, ça explose. Mais justement, quand on dit qu'il y a un certain nombre de communes qui ne veulent pas de logements sociaux et que l'on dénonce ces communes-là, est-ce qu'il vous semble que si on prenait des habitants des quartiers populaires, ce qu'on appelle les banlieues, et qu'on les mettait, on leur disait, maintenant vous allez habiter Neuilly, est-ce qu'ils seraient contents, vous pensez? Ou est-ce qu'ils se diraient, non, j'ai pas envie d'aller habiter Neuilly, j'ai juste envie d'avoir des équipements neufs dans la commune que j'habite? Peut-être des équipements neufs, effectivement, peut-être d'avoir
avoir je sais pas, un meilleur regard porté sur leurs pratiques sociales, par exemple, et plus de moyens, oui, effectivement, plus de moyens. Et une revalorisation, comme je viens de le dire, de leurs pratiques sociales et de leur culture. Mais pas de colonisation de peuplement, alors. Pas de colonisation. Je reprends le terme qu'a employé. Non, parce qu'il faudrait que ce mouvement soit plus égalitaire et moins hiérarchisé. Il ne s'agit pas de déplacer des populations pour leur faire pour les mener à la civilisation ou à un monde meilleur. Il faudrait reformer ce monde, cette société, et réorganiser la façon dont on interagit selon la classe sociale. Oui, moi j'aimerais intervenir parce que je ne sais pas si finalement on parle de la même chose. Quand j'avais travaillé sur cette notion-là de mixité sociale, je m'étais rendu compte en 2005, et vous évoquiez cet événement des émeutes. Je pense qu'il faut d'abord parler de révolte sociale et plutôt d'émeute. Je pense que cette façon finalement de projeter en permanence cette vision délinquante d'un fait qui a quand même duré 3 semaines, c'est quand même le dénaturer et réduire finalement les acteurs, ces gens qui se sont mobilisés à une sorte de posture barbare. Mais pour revenir au débat en lui-même, moi ce qui me gêne, c'est qu'on mélange tout. C'est-à-dire que tout le monde utilise, et j'inclus le politique, la communauté scientifique, les individus lambda, cette terminologie de mixité sociale, sachant que personne n'y met finalement la même définition, excepté qu'il y a un référent racial qui est sous-jacent. Or, j'avais proposé moi en 2005 dans ce livre-là une définition qui, de mon point de vue, était assez estimable. C'est-à-dire que d'abord, ce que n'est pas la mixité sociale, c'est la ville populaire, c'est-à-dire la ville qui mélange indistinctement des quartiers modernes et des quartiers anciens. Paris est une ville populaire, Paris n'est pas une ville mixte, si on se situe à l'échelle parisienne. Ce que n'est pas la mixité sociale, c'est cette sphère publique finalement dont on pense que, puisqu'il y a toutes les classes sociales dans un immeuble, après tout, on est dans de la mixité. La définition que moi j'avais proposée, c'était de dire que la mixité sociale, elle est conditionnée, de mon point de vue, par le fait que tout le monde puisse avoir accès aux lieux les plus attractifs, que ce soit en termes de culture, en termes de transport, en termes de logement, quel que soit le lieu. C'est-à-dire qu'il faut que les individus puissent lier la mobilité sociale, qui est induite par une trajectoire sociale ascendante, et une mobilité résidentielle. C'est-à-dire que grosso modo, on habite à un endroit parce qu'il répond finalement à une trajectoire ascendante. Et je ne crois pas du tout que la mixité sociale se résume à ce territoire qui est la banlieue populaire. Les banlieues populaires ne pourront jamais être mixtes si Paris, qui est finalement le point central de l'ère francilienne, n'est pas une ville qui soit ouverte à tous. Émeric Patrico. Je partage en grande partie le diagnostic et je compléterai en disant que... excusez-moi, je perds. Oui, voilà, je retrouve le fil. La mixité, c'est pas ça reste un idéal, mais je ne suis pas sûr que ce soit un moyen. Je ne suis pas sûr qu'il suffise de mettre tout le monde dans un même immeuble pour que les gens se sentent mieux. Un chômeur qu'on envoie dans le 16e, c'est pas pour ça qu'il va trouver du travail ou qu'il va même se sentir mieux. Donc pour moi, la mixité, c'est juste le signe qu'éventuellement les choses se passent mieux. Mais le problème est plus profond. Les problèmes, et je vous rejoins là-dessus, c'est plus un problème de différence économique profonde. Est-ce que des gens très différents, si on les met ensemble, est-ce qu'ils vont vraiment s'entendre? Il y a aussi un problème de gouffre culturel. Mon expérience de prof me l'a montré. J'ai découvert effectivement ce que c'était que le ghetto en devenant prof. Quand je vois des gamins qui ont du mal à déchiffrer des textes simples en 6e, en 4e ou même au niveau du bac, je me dis c'est pas simplement en les transposant dans un autre quartier qu'ils vont se sentir mieux. Donc je pense qu'il y a des légers effets positifs. L'école ne sera pas la même s'il y a un transfert, c'est ça l'intérêt. Oui, effectivement. Oui. Mais mon expérience de prof me pousse à penser que trop d'hétérogénéité ne fonctionne pas forcément. Je pense qu'il faut une hétérogénéité limitée, c'est-à-dire un peu de différence, des bons élèves avec des un peu moins bons. Mais quand il y a des gouffres sociaux, là, la mixité ne suffit pas. J'ai vu récemment, et je vais finir là-dessus, un reportage sur l'évolution de Marseille. Une évolution d'ailleurs assez tragique. Ils ont justement tenté de disséminer des HLM un peu dans toute la ville, dans l'espoir qu'il y ait une harmonie qui émerge de ça.
Or, on a abouti à l'effet inverse, qui est l'explosion du nombre des quartiers sécurisés. Donc avant, il y avait des quartiers séparés, les très pauvres et les très riches. On a voulu mêler tout ça et on aboutit au contraire à des frontières à l'intérieur même des quartiers. Tout ça, je pense, parce que les gouffres étaient trop profonds, gouffres culturels, économiques et peut-être Comment vous sociaux. l'expliquez ça, Éric Morin? Parce que c'est ce sur quoi vous avez travaillé. Les politiques de peuplement dont il est question là, dont les politiques nous parlent, elles ont été expérimentées ailleurs. Et on a déjà essayé dans d'autres pays d'aider des populations pauvres, en difficulté, volontaires même, qui au départ étaient volontaires pour quitter les quartiers, les ghettos, où elles étaient confinées parce qu'il y avait trop de violence, trop d'exposition de leurs enfants à des trafics problématiques. On les a aidés à une mobilité sociale, à une mobilité résidentielle vers des quartiers de classe moyenne. Et 5 ans, 7 ans après, leur situation s'est pas vraiment améliorée. Elle s'est même pour les garçons, notamment, qui étaient une des cibles de ces politiques, parce que c'est souvent eux qui sont les porteurs de délinquance, de violence. C'est chez les garçons de ces familles modestes qu'on avait aidés à bouger vers les quartiers de classe moyenne. La situation s'était détériorée. Et les enquêtes Pourquoi? Parce que déracinement Alors, les social. enquêtes ethnographiques, voilà, le problème, c'est que tout dépend, ces politiques de peuplement, ces politiques de mixité, ce qu'il faut dire en même temps, c'est la manière dont on les met en œuvre. Si elles impliquent, si elles portent avec elles de déraciner des personnes, notamment des enfants et des adolescents, le coût du déracinement, c'est-à-dire la perte de ces réseaux affectifs, la difficulté d'en reconstituer, sont finalement des handicaps plus importants que les gains qu'on peut effectivement avoir à fréquenter de meilleures écoles. En fait, les politiques de peuplement, si je comprends bien les expériences étrangères, elles sont surtout pertinentes quand il s'agit d'accueillir des immigrants. Parce que de toute façon, ils ont payé le coût des déracinements, ils sont déracinés. Et là, la question se pose et elle devient pertinente de savoir comment les accueille. Et là, il faut réfléchir. Toutes les manières d'accueillir les immigrants ne sont pas les mêmes. Il ne faut pas les concentrer dans des ghettos de transition. Il faut en fait plutôt, c'est comme l'impôt, il faut plutôt faire payer les plus riches, c'est-à-dire c'est quelque chose, il faut plutôt les répartir dans les cités les moins violentes. Les pays qui ont pratiqué ces politiques-là ont une qualité d'intégration de leurs nouveaux migrants, de leurs migrants accueillis, qui est bien meilleure que les pays ou les régions qui les ont confinés au moment de l'accueil. Nathalie Mons. Oui, moi, je reviendrai peut-être sur la question de départ, parce que je crois qu'elle est centrale quand même dans le débat, même si là, évidemment, sur comment on fait de la mixité, c'est aussi à analyser. Est-ce qu'on est d'accord en France sur de la mixité? Moi, je crois qu'il y a une énorme hypocrisie dans ce domaine. Et c'est pour ça aussi qu'on se dit, voilà, finalement, c'est compliqué, ça se fait pas, on a des expériences à l'étranger qui n'ont pas fonctionné. Si je prends par exemple l'école, la mixité sociale à l'école, ça apparaît comme un objectif dans la loi seulement en 2013. Et le Conseil national d'évaluation du système scolaire, pour la première fois en 2014, il va publier un ensemble large d'indicateurs grâce à des économistes talentueux qu'on a fait travailler sur le sujet pour pouvoir évaluer la ségrégation à l'école, au collège, au lycée, dans les établissements, etc. Donc finalement, quand on regarde ce qui se passe à l'étranger depuis les années 90, on se dit, en Suède, en Belgique, en Angleterre, historiquement aux États-Unis, que oui, il faut que notre société avance avec de la mixité sociale. Donc on est vraiment en décalage et on est vraiment en retard sur cette prise de conscience. Ceci dit, aujourd'hui, je pense qu'on est face à des limites. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on ne peut plus mettre ensemble des gens qui sont défavorisés dans certains territoires, arrosés de subventions, si je parle de l'éducation prioritaire, et que ça ne fonctionne pas. Donc on doit passer à une seconde étape aujourd'hui. On peut voir, si vous voulez, tout de suite 2 cas extrêmes. Un premier, c'est à Montpellier. Et là, ce sont les maires qui ont dit « il y en a marre, c'est plus possible, regardez ».